Les Bleus ont gagné, ils sont en demi-finale, dans une demi-finale dont l'affiche est quasi historique. France-Allemagne, évidemment. Quel bilan tiré déjà pour cette compétition, l'Euro 2016, qui s'est déroulée en France, qui a vu affluer beaucoup de monde. L'état du Parti Socialiste aussi, qui est obligé de remettre son université d'été. Et puis bien d'autres sujets qui sont au menu, et notamment le projet de loi travail. C'est avec Patrick Kanner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, que nous sommes ce matin dans les locaux du Figaro. Patrick Kanner, bonjour. Bonjour. Bon, alors on chausse les crampons 2 secondes. Contrat rempli pour l'équipe de France. Tout le monde disait, bon, il faut au moins qu'elle soit dans le carré final. Demi-finale. Oui, mais plus l'équipe remplit son contrat, plus on a d'appétit. Plus on a envie d'aller plus loin. D'accord. Voilà. Ses chances face à l'Allemagne ? Elles sont plus compliquées que face à l'Islande. Pas de pronostic. Dernier match, et je m'en souviens bien, c'était le 13 novembre. Oui. J'étais au Stade de France avec le président de la République. La France gagne 2-0, match amical. Mais voilà, la Mannschaft est très forte. Ouais. Mais là, elle perd quand même des joueurs comme Mario Gomez, qui est blessé. Donc la France, ce sera au complet. Et puis on a vu quand même une très belle équipe hier soir. Belle équipe. Donc j'ai de bonnes chances de voir l'équipe en finale. Alors le ministre des Sports n'a pas vécu pendant un mois, depuis le début de la compétition, organisation, fan zone, sécurité. Quel bilan vous tirez là, puisqu'il n'y a plus que 3 matchs ? Avant le 10 juin, on avait une polémique sur un ancien joueur, enfin un joueur qui est ancien joueur de l'équipe de France. Il y avait ça, oui. Il y avait les polémiques sur les fan zones, vous l'avez évoqué. C'est vrai qu'on pouvait se dire, mais ça part dans de mauvaises conditions. Oui. Le bilan négatif, mais ça, j'y suis pour rien, c'est la météo. Il y a eu quand même une météo un peu pénible, parfois. Pour le reste, des stades remplis à 90-95%, la sécurité totalement maîtrisée. Une belle humeur. Une belle image et une belle humeur. Je crois je reviens sur la sécurité, on peut remercier quand même nos forces de l'ordre qui sont exceptionnelles. Il faut le dire, malgré les difficultés, malgré la charge de travail. Donc 2 200 000 spectateurs déjà dans les stades. Et puis hier, vous avez vu plus de 17 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Extraordinaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet Euro ? Ce sera la dernière question là-dessus. La mobilisation de notre pays. D'accord. J'ai appelé ça une grande communion nationale. Bon. Laïque, naturellement, mais une communion nationale laïque. Le football n'est pas encore une religion en France. Ça pourrait le devenir si ça va jusqu'au bout. Pas d'université d'été, alors là on change complètement de registre, pas d'université d'été du Parti Socialiste qui n'était pas à La Rochelle cette année, mais à Nantes, qui était programmée à Nantes. Nantes, ville compliquée, parce qu'il y a cette histoire de ZAD avec Notre-Dame-des-Landes. C'est incroyable ça, que le Parti Socialiste annule son université d'été pour des raisons de sécurité. C'est pas un bon message. Oui. Je vous le concède. Moi, j'ai pas compris pourquoi on avait choisi Nantes, parce qu'on savait bien qu'il y aurait des problèmes avec les zadistes, etc., et que tout ne serait pas réglé d'un claquement de doigts. Et réunir 3 000, 4 000 socialistes ou sympathisants socialistes avec des forces de sécurité qui sont faites pour autre chose, je trouve que c'est une décision sage qui a été prise. Par contre, le fait qu'elle soit reportée, on ne sait pas encore à quelle date, c'est le Bureau national du PS qui en décidera. J'espère qu'on aura quelque chose, qu'on aura un rassemblement quand même en 2016, parce qu'on en a besoin. Pourquoi ne pas le faire dans une autre ville ? À Toulouse, à Marseille à Marseille, non, c'est pas possible, c'est une ville de droite. Mais Toulouse aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça vous a une bonne géographie politique. Mais ça aurait pu être La Rochelle. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Si vous voulez annuler maintenant, parce qu'il faut réserver quand même des milliers de chambres. Vous imaginez bien qu'on ne nous a pas attendus pour ce faire. Donc c'est reporté, j'espère encore une fois une date raisonnable. C'est dommage. Papadélis a parlé d'une situation gravissime. Par rapport à la sécurité ? Oui. Je pense qu'on aurait pu se réunir. Mais vous imaginez l'image que cela aurait donnée. Donc, encore une fois, moi je regrette qu'on ait changé de lieu, je le dis très simplement. Je regrette qu'on l'annule, mais si c'est annulé ou reporté, c'est parce qu'il y a de bonnes raisons en la matière, donc je les respecte naturellement. Simplement, les socialistes ont besoin de se retrouver, notamment pour préparer cette primaire qui s'annonce au mois de janvier. Alors, quand on regarde ça en qualité d'observateur, on se dit que c'est symptomatique quand même d'un Parti socialiste qui est très malade, non ? Vous savez, le Parti socialiste a connu des aléas difficiles depuis quelque temps. Très malade, c'est pas un grand corps malade.
C'est pas un grand corps malade? Non. C'est pas un cadavre à la renverse, disait Bernard-Henri Lévy. Depuis le temps qu'on dit que le parti va mourir, il est en train de se régénérer avec la Belle Alliance. Les socialistes vont retrouver le chemin. Vous savez, ce soir, j'organise à Lille. Haut et la gauche. C'est vous le grand... C'est moi l'initiateur, avec bien sûr Stéphane Le Foll. Écoutez, là, on est déjà à près de 300 inscrits. Et donc, on aura, à mon avis, une barre de 400 assez... Qu'est-ce que vous allez dire, là? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est pour mobiliser? On va dire très simplement que les socialistes n'ont pas à rougir du bilan de la gauche depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous retenez de ce bilan en 2 minutes? Même pas, en 30 secondes. Mais je vais vous dire, on est en train de rétablir les comptes de la nation. Même si c'est difficile. La Cour des comptes n'est pas tout à fait sur le même... Oui, mais attendez, on va atteindre les 2,7% de déficit. Vous êtes sûr, ça, l'année prochaine? Écoutez, en tout cas, le budget 2017 est prévu pour. Et la croissance devrait nous y aider. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. On a préservé le modèle social. Personne ne peut le nier. Préserver le modèle social, même amplifier, quand je vois que depuis hier, par exemple, très concrète, les jeunes femmes de 15 à 18 ans peuvent accéder à la contraception de manière totalement gratuite, y compris pour les bilans sanguins. C'est une vraie avancée sociale. Et puis, on a continué à réformer le pays. Donc, sur ces 3 bases-là, je me dis que on peut être fier de ce qui a été fait. Après... Et pourquoi ça ne marche pas alors? Pourquoi dans les yeux des Français, c'est pas récompensé, ça? Tout d'abord parce qu'on a vécu une période terrible avec les attentats. Je crois que ça a marqué. Il y a une forme de déclinisme lié à un environnement extrêmement difficile, premièrement. Deuxièmement, parce que la fameuse courbe du chômage, on commence à la voir poindre dans le bon sens souhaité par le président de la République, et que ça a été pour nous, je crois, un plafond de verre qu'il a fallu casser. Peut-être qu'il est en train d'être cassé, ce plafond de verre, et ce que j'espère, excusez-moi de le dire ici au Figaro, c'est que quand on comparera, et on commence à comparer, j'ai bien regardé le numéro d'aujourd'hui, les programmes des candidats aux primaires de droite, je pense qu'à un moment donné, les Français vont pouvoir se dire, on va faire un choix. Donc il y a des raisons, quand on s'appelle Patrick Kanner, qu'on est socialiste, qu'on est ministre de la Ville, il y a des raisons d'être optimiste pour 2017. Tout d'abord, par tempérament, je suis optimiste, et parce que je considère, là c'est le sportif qui va vous parler, c'est qu'un match, ça peut se jouer dans les dernières minutes, voire même dans les prolongations. D'accord. Exactement. La primaire, pour vous, ça fait pas un pli, c'est Hollande qui doit gagner. En tout cas, moi, j'étais un peu incrédule sur la primaire, parce que je voyais mal le président de la République s'engager dans une primaire. Bon, mais manifestement, le choix... Moi, je suis un homme très discipliné. Le Parti socialiste a décidé à 100% de son bureau national, de ses instances nationales, de son conseil national, pardon, de maintenir les primaires, de les organiser. Le Parti socialiste donc a demandé manifestement au président ce qu'il en pensait. Le président a dit « je suis prêt à m'y soumettre si je suis candidat ». Passage d'abord obligé. On part vers cela, peut-être. En tout cas, si François Hollande est candidat, je serai absolument derrière lui. Alors, est-ce que cette primaire... Je vais faire une liaison, là. Michel Rocard nous a quittés ce week-end. Michel Rocard, c'était l'incarnation de cette deuxième gauche, ceux qui ne l'aimaient pas, de la gauche américaine. Enfin, d'une gauche convertie au réalisme et tout ça. Est-ce que cette primaire, justement, ne va pas être l'occasion de prononcer finalement le divorce entre ces deux gauches, entre la gauche, on va dire, tendance Valls, tendance Hollande, même s'il a du mal à le dire, et puis la gauche Montebourg, s'il est présent, lui. Ça peut être un formidable outil de clarification. Moi, je le souhaite. Vous savez, on dit souvent, là, pour les spécialistes de l'histoire du SPD allemand, la France n'a pas eu son Bad Godesberg, son congrès de réforme. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche social-démocrate, social-réformiste. Je crois qu'il faut l'assumer. Il faut nommer les choses, il faut assumer, continuer à réformer. Et moi, je crois qu'on est dans le bon sens. Vous savez, moi, je suis issu plutôt, historiquement, de la gauche au sein du parti socialiste. Donc vous avez fait du chemin. Ancien du CRS. J'ai fait du chemin et je pense que la vie politique, c'est se confronter aux réalités. Et quelque part, Michel Rocard avait parlé de social-démocratie avant tout le monde. Et pour ça, il faut lui rendre hommage. Et alors, il y a du boulot, parce que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec le projet de loi travail de Mme El Khomri, donc demain, le projet revient d'actualité, il est présenté en séance plénière à l'Assemblée nationale. 49.3, à votre avis ? La probabilité n'est pas négligeable. D'accord. Donc ça veut dire une censure de la gauche. Ça veut dire très concrètement que certains députés socialistes se sentent le droit, ce que je regrette, de s'exonérer d'une discipline de groupe qui est largement majoritaire en faveur. Donc là, on a les deux gauches, là.
On a une gauche qui assume ses responsabilités et une gauche peut-être encore nostalgique de je ne sais pas quoi. Oui. Et moi, je suis... Elle est nombreuse. Elle est nombreuse, pas en tout cas au sein du Parti Socialiste. D'accord. Et très honnêtement, les dernières avancées portées par Christophe Sirugue, le rapporteur, et aussi Marianne El Khomri, auraient pu aboutir à un accord. Certains sont plutôt aujourd'hui manifestement sur les postures. Ce texte va aboutir, il sera voté, si le 49.3 est utilisé, ça veut dire que le texte est adopté en tant que tel. Après, peut-être qu'il fera l'objet de recours devant le Conseil constitutionnel, ce sera une autre affaire. Alors, vous avez porté vous-même, puisqu'il va en être question mercredi, après-demain, un texte sur la citoyenneté et l'égalité. Et dans ce texte, il y a un amendement qui a débarqué qui rend obligatoire le service... D'un député socialiste. D'un député socialiste qui rend obligatoire le service civique. Qu'en est-il? Alors, qui propose une expérimentation de service civique universel à caractère obligatoire. C'est un peu compliqué. Une expérimentation. Bon. Ça dure combien de temps? Ça durerait 3-4 mois pour, en fait, une génération complète. Ça concerne combien de personnes? Alors, le service civique obligatoire, ce serait 800 000 personnes. Donc on est loin du compte aujourd'hui. Je vous rappelle que l'objectif du président de la République, c'est 350 000 en 2018, donc à peu près l'équivalent d'une demi-génération, mais sur la base du volontariat, sur la base de l'engagement. Moi, je maintiens l'idée de l'engagement. Cet amendement a été adopté par la droite, une partie du groupe socialiste, mais la majorité du groupe socialiste était défavorable. Donc le débat parlementaire va continuer. Moi, je crois à l'engagement. J'ai envie de dire que cette culture de l'engagement devrait rendre finalement naturel le service civique universel et qu'on ait envie de consacrer quelques mois. Et moi, j'aimerais que tous les jeunes dans ce pays ne se sentent pas obligés de le faire, mais considèrent que ce soit naturel de le faire. Alors, dans votre loi, donc ça serait le volontariat. C'est comme ça que ça va se terminer. Enfin, ça va se terminer. Le débat parlementaire continue. Oui, bien sûr. Nous verrons bien. Ça coûte combien, cette histoire? Alors, aujourd'hui, nous sommes à 300 millions d'euros de budget consacré au service civique volontaire. Aujourd'hui, c'est 130 000 personnes à peu près, non? On est à 110 000 personnes. Mon objectif est d'être à 150 000, un peu plus, en 2017. Ça veut dire une augmentation raisonnable qui devrait aboutir à un budget de 400 millions d'euros. En tout cas, c'est ce que j'ai proposé. On a l'argent pour ça? C'est une priorité nationale. Priorité nationale. Priorité nationale parce qu'on considère qu'un jeune qui passe 7 mois, 8 mois de sa vie est un jeune qui est beaucoup plus, permettez-moi l'expression, blindé sur le plan de son curriculum vitae pour aller chercher de l'emploi. C'est pas une mesure d'emploi, le service civique, c'est une mesure d'engagement en direction de la nation. Voilà. D'accord. Pourquoi vous n'êtes pas allé en Corse aujourd'hui? Parce que j'avais rendez-vous avec vous. C'est gentil. C'est une belle réponse. Non, mais vous savez, il y a des problèmes en Corse. On serait on l'a vu à Noël, il y a eu des problèmes, notamment dans le quartier de l'Empereur à Ajaccio. Je compte m'y rendre à l'automne prochain parce que nous avons des réponses en matière de politique de la ville. Mais c'est quand même des éléments très circonscrits à la Corse en tant que telle. On avance de ce point de vue parce que vous avez eu les déclarations sur iTélé il n'y a pas très longtemps, enfin c'était après les attentats. Vous avez dit que Molenbeek, ce fameux quartier bruxellois, il y en a aussi en France. Vous aviez suscité la polémique, y compris dans votre camp. Bien sûr, mais ça fait du bien parfois de dire les choses. Maintenez. Je maintiens ce que j'ai dit à l'époque, à savoir des similitudes potentielles. Je n'ai pas parlé de 100 Molenbeek, je parle de similitudes potentielles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, eh bien, nous aurons des difficultés. Je vais vous donner un exemple, si vous me le permettez, en quelques secondes. Quand, dans mon projet de loi Égalité et Citoyenneté, sur l'initiative de Najat Vallaud-Belkacem, on passe du régime pour les écoles hors contrat, du régime de déclaration au régime d'autorisation préalable, eh bien, je crois que nous nous donnons les moyens d'éviter qu'il y ait peut-être des dérives. Et je regrette d'ailleurs que dans l'hémicycle, la droite n'ait pas voté cela, et même combattu en disant que que Najat Vallaud-Belkacem s'attaquait à l'enseignement libre. Non, simplement, je pense qu'on ne peut pas en permanence dire qu'il faut plus d'autorité de l'État et que l'État ne se donne pas les moyens de vérifier que des écoles parfois ne sont pas en phase avec les valeurs de la République. Ça, c'est probablement aussi, je dirais, l'électorat catholique de la droite qui est assez suspicieuse là-dessus, En tout cas, manifestement, toute la droite n'était pas présente dans l'hémicycle. Donc c'est intéressant à regarder. C'était le talk de Patrick Kanner qui nous a dit que le bilan est plus que positif pour l'euro, en dépit d'une météo dont il n'est évidemment pas responsable. Il se garderait bien de pronostic, mais il en a un pronostic quand même, c'est que François Hollande, il risque bien d'être candidat à la présidentielle. En fait, il le souhaite pour un triomphe, en tous les cas à l'intérieur de la gauche, de la social-démocratie,
en cette journée d'hommage à Michel Rocard qui vient de nous quitter ce week-end, dont il était une des incarnations. Quant à la loi travail, la loi travail, on va voir si elle va passer, mais il y a de grandes chances quand même, nous dit-il, que le Premier ministre ait recours au 49.3. Et Patrick Kanner regrette que l'université du Parti socialiste n'ait pas lieu et que la ville de Nantes, c'est dommage d'avoir choisi cette ville qui est en plein cœur de la polémique sur Notre-Dame-des-Landes. Merci Patrick Kanner. Merci beaucoup.